Ici Joachim Lemieux et Alexandra Vacaloulis. Et vous écoutez Esprit de quartier, l'émission consacrée à celles et ceux qui transforment Montréal, un quartier à la fois. Bonjour, chère auditrice et chers auditeurs. Bonjour, Joachim. Allô, Alexandra. Quel plaisir de se retrouver derrière ce micro aujourd'hui pour ce 3e épisode d'Esprit de quartier, mais premier épisode filmé. C'est vrai. N'est-ce pas? Donc, filmé par une collaboratrice, Tiffaine Roustan, qui est avec nous en studio aujourd'hui à CIBL. Et ça ajoute quand même un petit élément de fébrilité supplémentaire. Donc, vous allez retrouver tout ça bientôt en ligne sur les médias sociaux, sur YouTube. Pas parce qu'on avait envie que vous nous voyiez, nous, là, mais plus nos super invités. Donc, mettre des visages sur ces personnes inspirantes que l'on reçoit à l'émission. Et de quoi va-t-on parler aujourd'hui, Alexandra? Eh bien, Joachim, à quelques semaines des élections municipales, on va se pencher aujourd'hui sur la démocratie locale, qui prend, comme vous le savez, plusieurs formes dans nos quartiers et qui se déploie bien au-delà des campagnes électorales, vous allez voir. Bien sûr, pendant les campagnes électorales, comme effectivement on est en ce moment, il se passe beaucoup de choses sur le terrain. Il y a de nombreuses activités, mais aussi des assemblées citoyennes, des débats qui s'organisent un peu partout à Montréal, des activités qui sont souvent portées par les tables de quartier. Et les invités que l'on va recevoir aujourd'hui vont donner justement un aperçu de leur travail dans ce contexte. Et du côté de la Coalition montréalaise des tables de quartier, les campagnes électorales, bien, c'est aussi un moment privilégié, n'est-ce pas, pour mettre de l'avant des revendications, des messages que l'on porte pour une ville toujours plus solidaire, toujours plus inclusive. Et donc, si ça vous intéresse, on a publié une plateforme avec 10 engagements, 10 demandes d'engagement, en fait, qu'on adresse à tous les candidats et candidates, soit à la mairie et même les candidats locaux. Des demandes qui touchent, entre autres, au logement, à l'aménagement, aux locaux communautaires, à l'itinérance, à la transition socio-écologique, à la mobilité et j'en passe. Donc, vous pourrez aller regarder tout ça. Donc, on ne peut pas faire abstraction de cette campagne qui se déroule en ce moment, mais on souhaitait prendre un peu plus de hauteur sur la question de la démocratie aujourd'hui, Alexandra. Oui, c'est exactement ça. On veut parler de la démocratie qui n'est pas vraiment celle des grands débats télévisés ou encore des pancartes électorales aux slogans bien rodés. Aujourd'hui, on veut parler d'une démocratie au sens vraiment plus large, une démocratie vivante, ancrée dans le milieu de vie. Il sera question de tous ces espaces qui permettent aux citoyens et aux citoyennes de s'informer, d'échanger, de créer des solidarités et finalement de décider ensemble de l'avenir de leur quartier. On parle peu des acteurs, notamment communautaires, qui jouent un rôle clé dans la vie démocratique locale, des acteurs, comme je le disais un peu plus tôt, des tables de quartier qui favorisent le dialogue, l'action collective et la prise en compte des voix les moins entendues. On veut mettre ça en lumière aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'on parlerait de ça aujourd'hui ? Parce qu'on est dans un contexte où la société, elle se polarise, où les crises s'accentuent et s'additionnent. On se sent parfois impuissant, impuissante, sans prise aucune sur ce qui est en train de se jouer. Et on a envie de vous dire qu'il y en a des lieux où on peut s'exprimer et finalement agir ensemble. Mais est-ce qu'il y en a encore assez ? Et c'est l'une des grandes questions qu'on va se poser aujourd'hui. Donc, est-ce que notre démocratie locale va bien? Et pour explorer ce grand sujet avec nous, on va accueillir aujourd'hui Wismi Noster, qui est chargée de concertation et responsable du dossier du développement du pouvoir d'agir à Vive-Saint-Michel en santé, et Jonathan Larry, qui est directeur de la table de quartier Hochelaga Maisonneuve. On les retrouve dans un instant. Bonjour à vous deux, Jonathan. Bonjour Wismi. Bonjour Joachim. Bonjour Alexandra. Ça nous fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Et comme je vous disais un petit peu tout à l'heure avant l'entrevue, on trouvait ça vraiment intéressant de vous recevoir les deux, du quartier Saint-Michel et du quartier de Hochelaga Maisonneuve, parce que j'ai l'impression, puis vous me corrigerez si je me trompe, mais quand on parle de vos quartiers respectifs, on en parle souvent sous l'angle des enjeux de pauvreté, d'exclusion sociale qui sont vécus dans vos milieux. Et rarement pour tout le dynamisme puis la mobilisation communautaire, citoyenne et toute cette démocratie-là, cette vie démocratique-là qui est très, très riche dans vos quartiers. Et donc, c'est un peu pour ça qu'on vous recevait. J'avais envie de changer le focus un peu. Êtes-vous d'accord avec ça? Tout à fait. OK. Pour ma part, c'est en plein ça. Et on va pouvoir en débattre un peu. Exactement. Oui.
Donc, première grande question pour vous ce matin. Comment se porte la démocratie locale dans vos quartiers? Autrement dit, quelle forme elle prend? C'est quoi les espaces là, que les citoyens et citoyennes peuvent prendre, peuvent investir pour échanger, débattre et décider de leur quartier ensemble? Ben écoute, je vais me lancer. Nous, on a beaucoup, il y a beaucoup d'endroits où les citoyens peuvent aller donner leur opinion. Mais c'est sûr que, dépendamment des clientèles ou de la population qu'on veut interpeller, il y a des institutions qui peuvent faire peur. Tu sais, un conseil de ville, c'est un endroit où tout le monde y a accès, mais souvent, c'est quelque chose qui est un peu difficile à aller chercher. Tu sais, je me sens pas prêt à aller là, comment ça fonctionne. Il y a un décorum autour de ça. Donc, c'est sûr que des fois, que c'est des endroits un petit peu plus difficiles pour les citoyens d'aller porter leur message. Fait que c'est souvent là qu'on va travailler avec nos groupes pour porter ces messages-là un petit peu. Quelque chose qui est très, très présent dans Hochelaga Maisonneuve, par exemple, c'est tout le côté de mobilisation citoyenne. Donc, bon, c'est sûr qu'on pense à Hochelaga Maisonneuve, malheureusement, ces temps-ci, c'est souvent le boulevard Notre-Dame là, qui revient avec le campement, ces choses-là. Mais quand on franchit le boulevard Notre-Dame, là, derrière, il y a énormément de mobilisation citoyenne, puis d'enjeux souvent que malheureusement, on n'entend pas assez souvent parler, puis qui sont des enjeux qui sont aussi majeurs. Tu sais, si je pense juste à tout ce qui se passe nous, avec l'activité du port, avec tout ce qui se passe autour là, de Raymond Logistique, toute l'empilade de containers qu'on a dans notre quartier maintenant, ces choses-là. C'est un mouvement citoyen ultra important qui porte un message vraiment, vraiment important, mais que malheureusement, au niveau médiatique, qui est vraiment éclipsé, c'est quelque chose qui n'est pas là. Et c'est des citoyens ultra impliqués, ultra organisés. Nous, tu sais, on les supporte là-dedans, on passe le message avec eux, mais ils portent eux-mêmes leurs propres consultations, leurs propres choses. Ils ont vraiment des endroits, tu sais, c'est super démocratique pour discuter entre eux. Ils sont, à mon sens, ils sont vraiment un grand modèle même de démocratie, de comment ça devrait se passer, comment on prend des prises de position, des choses comme ça. Fait que c'est de faire le lien un petit peu entre tout ça. Là, fait que le mouvement citoyen, je trouve qu'il est un peu réduit de son importance. Là. Oui, on a du mal à l'écouter puis à vraiment tendre une main à ce mouvement-là aussi puis à collaborer avec finalement ceux qui portent ces messages-là. Bien, tu sais, puis c'est des gens, tu sais, puis c'est pas un mouvement, bon, tu sais, c'est pas un organisme reconnu, c'est pas, tu sais, ils ont aucune, on sait pas trop où les caser officiellement, sauf que c'est beaucoup de monde très mobilisé qui porte des gros, tu sais, ils ont forcé une consultation publique de l'OCPM sur le sujet, tu sais, fait que c'est quand même, c'est très, très important comme mouvement. Puis malheureusement, je trouve que ça n'a pas écho assez ailleurs. Là, je trouve qu'on est souvent réduit à des problématiques très ciblées là, dans Hochelaga Maisonneuve. Ouais. Puis quand le mouvement citoyen est immense, en tout cas, pour moi, c'est un grand, grand modèle qui est malheureusement très, très peu vu, très peu porté par, au niveau médiatique. Là. On en parle très peu, effectivement. Ouais. Et toi, Wismi, comment ça se passe à Saint-Michel? À Saint-Michel, j'ai envie de reprendre les mots d'Alexandra, à savoir que la démocratie est bien vivante. On s'entend, elle est bien vivante parce que justement, la démocratie, ça se vit. On porte la démocratie. Mais on s'entend qu'il y a quand même des choses à faire. C'est en construction, en perpétuelle construction. J'abonde dans le même sens que Jonathan, à savoir que il y a des espaces qui font peur. Des lieux de prise de parole, comme par exemple les grandes assemblées. Donc, du coup, ce que l'étape de quartier en général, et pas plus particulièrement la Vive Saint-Michel en santé fait, c'est que nous essayons de créer des espaces de proximité plus fluides, où les citoyens peuvent toujours se rencontrer. Je pense aux assemblées de quartier. Je pense, par exemple, à une structure comme le Collège citoyen, qui, contrairement à ce que Jonathan a présenté, est quand même une structure intégrée à la table de quartier pour assurer la voix citoyenne au niveau de la table. Ce qui fait que ces citoyens-là, ils sont entendus, ils sont écoutés et ils peuvent et elles intervenir à différents échelons de la démocratie participative ou démocratie au niveau de la table. Et on peut aussi s'appuyer sur ces voix citoyennes pour un peu aller rencontrer les autres. Parce que la table
elle ne peut pas vraiment atteindre l'ensemble du quartier, on s'entend. Donc, c'est vraiment ce qui se fait et je trouve que c'est la même dynamique un peu partout parce que justement, la mobilisation citoyenne, c'est difficile, on s'entend. Ah, c'est certain. Et donc, les citoyens qui s'impliquent à l'intérieur de ce collège-là puis à l'intérieur de la table de quartier deviennent un peu des ambassadeurs, des ambassadrices finalement de... C'est ça, sans pour autant prétendre être la voix citoyenne. Ouais. Vous voyez? Cette fameuse voix citoyenne. Cette fameuse voix citoyenne. Non, déjà, ils se disent, ils s'identifient comme un pont entre la table et le reste du quartier. Et du coup, c'est en plein ça. Ce sont des ambassadeurs et ambassadrices citoyens et citoyennes. J'aimerais vous entendre sur un élément. Ce que tu dis, Wismi, ça me fait penser à ça. Il y a eu un dialogue citoyen qui a été organisé par l'Institut du Nouveau Monde et Transition en commun le 16 septembre dernier. Et le thème central de ce dialogue citoyen était la démocratie municipale. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a soulevé parmi les candidats le fait que avant de pouvoir, quand on parle de participation citoyenne, puis d'aller chercher les voix les plus marginalisées, puis les voix qu'on entend peu et tout ça, il y a toujours ce désir-là très fort d'aller les chercher, ces personnes-là. Mais il y a toujours ce constat-là aussi que ces personnes-là n'ont pas forcément le temps, les ressources financières, les capacités, etc., pour pleinement participer de la même façon que les autres. Et que peut-être qu'on regarde le problème un peu à l'envers, c'est-à-dire que peut-être qu'on devrait d'abord combler les besoins de base de ces personnes-là pour finalement essayer de les amener à pleinement participer. Quel est votre point de vue là-dessus sur le fait qu'est-ce qu'on peut demander comme participation? Est-ce que développer des outils ou des formes de participation différentes, adaptées, c'est pertinent? Est-ce qu'il ne faudrait pas en faire un peu plus pour justement aller au fond, à la racine du problème, là? Bien, c'est intéressant, c'est sûr. Nous, quand on va mener des consultations, des choses comme ça, on va cibler des lieux où on va aller justement sonder la population qui est là, qu'on sait qu'il ne va pas franchir nécessairement tout le processus qui est un petit peu difficile. Puis c'est toujours un débat parce que nous, c'est sûr, moi, comme table de quartier, j'ai toujours mon mandat de lutte à la pauvreté, exclusion sociale. Fait que c'est sûr que même moi, je pourrais prendre la mauvaise tangente même en allant juste vers ces populations-là. C'est tellement ma mission que j'oublie un peu le reste du quartier. C'est sûr qu'on va toujours... une plus grande ouverture, toute ma population non logée, tous mes enjeux en sécurité alimentaire, ces choses-là, c'est sûr que c'est criant, sauf qu'il reste qu'une couche de la population qui a besoin aussi d'avoir une consultation sur l'état des parcs, l'environnement. C'est sûr que ça devient... Comment je dirais ça? Ça devient un peu un luxe de défendre l'environnement, de défendre quand on est pris au quotidien, avoir des enjeux à se nourrir, se loger. C'est sûr qu'on n'est pas au même niveau. Nous, on a souvent le questionnement, est-ce que le fait que je sois allé sonder telle population, mais mon résultat est faussé parce que je me suis orienté avec les groupes avec qui j'ai plus d'affinité, avec ceux que j'essaye de plus d'aller chercher? On est souvent en discussion là-dessus parce qu'on se dit le citoyen organisé qui est capable de se faire entendre n'a pas besoin de la table de quartier comme mon autre population va se faire entendre aussi. Mais bon, même à l'interne, là, ça devient des discussions qu'on a, puis c'est pas si simple que ça de trouver la vraie vérité. Nous, on essaie toujours d'être le plus ouvert possible, mais c'est sûr que si j'ai la participation d'un groupe communautaire qui représente une grosse population qui vivent différents enjeux, mais moi, je veux m'assurer que sa voix soit... quand lui parle, il représente beaucoup de monde à mes yeux. Sauf que j'ai le même problème aussi. Quand je suis invité par l'arrondissement, il aimerait bien ça me mettre le chapeau que je représente la population. Mais là, je fais comme, non, là, je représente ce que je connais de mes membres, de ma population, mais c'est ça, là. Fait que c'est facile de nous faire porter des chapeaux beaucoup trop gros pour ce qu'on est parce que je représente ce que je connais de ma concertation. Puis ceux qui n'ont pas besoin de l'aide de la table de quartier pour se mobiliser, pour s'organiser, mais eux, je les connais moins. Puis on sait qu'ils sont capables de se faire entendre d'une autre façon. Fait que c'est un peu, c'est comme un double tranchant. Oui, c'est un jeu d'équilibriste un peu tout ça. Wismi, est-ce que ça te fait réagir? Ça me fait beaucoup réagir et j'ai envie de dire ce n'est pas pour rien que les tables de quartier se donnent pour mission de lutter contre la pauvreté. Et ça réfère aussi à la fameuse pyramide de Maslow et puis c'est un peu malheureux de le dire que en 2025, nous soyons encore à considérer les besoins les plus primaires, les besoins essentiels et
c'est en plein ça. Il faut vraiment avoir une attention soutenue et particulière pour ces besoins-là. Parce que dans un quartier comme Saint-Michel, par exemple, tu vas rencontrer un père de famille ou une mère, pour ne pas entrer dans des considérations genrées. Et puis, à ce moment-là, tu invites la personne à venir participer. Oui, tu parles de participation, mais moi, je suis en train de réfléchir à comment faire bouillir la marmite. Tu vois? Et j'ai 3 emplois, 3 jobines, hein, 3 petits boulots que j'essaie de joindre. Puis ma journée n'est même pas assez. Puis tu me demandes de m'impliquer. Et comment ça va se faire? Donc, c'est pour ça, par exemple, que tantôt, j'ai fait allusion au Collège citoyen. On n'a pas le choix de s'appuyer sur ce qu'on connaît dans un premier temps, essayer d'amener le débat à l'intérieur pour ensuite regarder les angles morts et aller voir comment les adresser avec ces gens-là, sans pour autant trop les solliciter, parce qu'à la fin, ces gens-là, ils vont finir par te dire, écoute, j'en ai assez, hein, qu'est-ce que j'ai en contrepartie de tout ça? On peut rien leur offrir à ce niveau-là. Tu vois, donc la mobilisation, ça prend différentes formes, dépendamment du groupe qu'on va rencontrer. Et puis, j'aime tout le temps à le dire, c'est un de mes prédécesseurs, Jean-Panet Raymond, pour ne pas le citer, qui disait tout le temps qu'il faut vraiment que nous allions dans l'agora même de ces citoyens, tu vois? Donc, là où ils sont en train de jouer à la carte de garder leurs enfants ou de s'adonner à une activité quelconque, déplacez-vous, allez vers eux. Et dans ce milieu-là, c'est sûr que tu peux trouver une façon, un angle d'approche pour un peu les interpeller, mais sinon, c'est très difficile parce que, comme tu l'as dit, Joachim, il y a les besoins essentiels à combler et c'est difficile. Et en tant que table de quartier, nous ne pouvons pas vraiment les soutenir à ce niveau-là. Tu vois? Ouais. Je vous amène un peu ailleurs parce que j'ai vraiment envie qu'on parle, c'est pas tout à fait ailleurs, là, c'est connexe là, quand même, mais j'aimerais quand même qu'on parle de la présente campagne électorale. Je sais que vos tables font plein de choses pendant cette campagne-là pour essayer de créer, là on a parlé d'aller chercher la voix des populations peut-être plus vulnérables de vos milieux, mais là il y a aussi cette idée de créer un dialogue, de créer des espaces de connexion entre les différentes populations de vos quartiers et les futurs élus de vos quartiers. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place pendant les campagnes électorales pour essayer de créer justement ce dialogue-là, cet échange-là entre les populations et les candidats? Bien, nous, c'est sûr, il y a toujours le débat avec les candidats au niveau local là, qui est organisé. Nous, c'est sûr, on fait attention aussi d'avoir toujours une espèce d'aspect un peu éducation populaire autour d'élections pour bien comprendre, bon, je suis à quel niveau de compétence, je suis fédéral, provincial, municipal. Donc, de toujours décortiquer un petit peu parce que, le dernier qu'on avait organisé était au fédéral. Donc, on voulait exclure tout ce qui était les enjeux plus municipaux. Fait que toujours un petit bout d'éducation là-dessus. On voit aussi même les procédures de comment voter. C'est comme l'exemple aux élections municipales, le vote est différent. Vous allez voter 2-3 fois, dépendamment de quel quartier vous habitez. Mais bon, de tout brasser ça un petit peu. Puis, comme l'invitation vient souvent de groupes auxquels ils sont habitués de participer, je pense que ça devient moins intimidant. On est toujours aussi diffusé en ligne, là, en direct pour que les gens puissent se connecter s'ils ne peuvent pas se déplacer. Ils peuvent le rattraper et tout ça. Donc, ça, c'est une des choses qu'on va organiser. Nous, c'est sûr aussi, on va s'assurer de rencontrer les candidats pour savoir un petit peu, sur quoi on s'aligne, sur quoi on se rejoint, parler des enjeux là, qu'on vit chacun de notre côté. Et puis, les groupes et la table sont toujours ouverts à accueillir aussi dans des activités les candidats. Là, c'est sûr qu'après ça, c'est eux qui décident de participer ou pas, mais il y a toujours présence. Donc là, en plus, ça a bien tombé. Là, c'était le temps des barbecues tout l'été, ces choses-là. Fait qu'il y a eu énormément de candidats un peu partout dans toutes les activités des groupes. Donc, les gens peuvent discuter directement avec eux.
Fait que ça, c'est une des choses là, qui se fait beaucoup. Puis le débat, nous, on est chanceux, mais au niveau des médias sociaux, ces choses-là, on a énormément, une bonne partie de la population qui nous suit. Je pense que notre dernier débat fédéral, il y avait autour de 2000 personnes qui étaient connectées en ligne pour le suivre. Fait que, c'est énormément de travail là, pour une table de quartier parce que c'est jamais prévu, c'est jamais, on a toujours un peu de... Ça s'ajoute aux autres tâches quand arrive la campagne électorale, mais je pense que c'est important parce que on peut parler vraiment au niveau des enjeux qui sont de mon quartier. Là, je vais parler de qu'est-ce qui va se passer dans Hochelaga-Maisonneuve. Je vais connaître la personne qui va représenter tel ou tel parti dans Hochelaga-Maisonneuve parce que souvent, quand on suit les grands médias, ces choses-là, on entend parler des chefs souvent, de plus des orientations. Tandis que là, de voir comme, OK, cette personne-là que je vois son affiche à tous les coins de rue, c'est cette personne-là. J'y ai parlé à l'épluchette de blé d'Inde de telle affaire. Fait que ça crée une certaine proximité. Et puis, les gens peuvent poser des questions. Puis je pense que nous aussi, on fait un travail que ça fasse le moins peur possible. Un petit peu de décortiquer comment ça va se passer, qu'est-ce que ça va donner. Donc, ça, c'est un travail qu'on fait beaucoup. Là. Super. Et dans Saint-Michel, qu'est-ce qui va se passer? Dans Saint-Michel, nous intervenons sur 2 axes. Il y a le côté éducation populaire, bien sûr, et aussi le côté rencontre entre citoyens et candidats et candidates. Tel qu'on procède, on essaie de stratégiquement retrouver l'ensemble de la population du territoire de Saint-Michel. Donc, on a trois cafés élections qui habituellement s'organisent et c'est déjà en cours parce que le premier, ça va avoir lieu le 8 octobre. Et à ce moment-là, on invite les candidats au conseil de ville à participer à ces cafés élections. Et ces cafés vont culminer vers un débat électoral. Et à ce moment-là, le débat va se faire entre les candidats à la mairie d'arrondissement. Donc, les cafés, c'est des moments où il y a une proximité plus grande aussi. Une proximité plus grande parce qu'on sait par expérience que les citoyens sont très proches des conseillers. Donc, on garde cet aspect-là. Et puis après, on va voir avec les candidats à la mairie d'arrondissement. C'est ce que nous faisons à Saint-Michel. Et puis, pas plus tard que demain c'est vendredi, c'est ça, nous aurons une rencontre pour un peu tabler sur les thèmes que nous voulons faire émerger et porter par devant les candidats, que ce soit lors du débat ou lors des cafés rencontres. Donc, quand tu dis « nous », c'est vraiment les membres de la table de quartier, les citoyens. Oui, parce aussi, que justement, les membres, ils sont compris les citoyens, les organismes communautaires, quelques institutions. Donc, oui, c'est l'ensemble des acteurs du quartier qui vont se retrouver vendredi dans nos locaux pour discuter et prioriser les enjeux à faire porter. C'est super. C'est tout le temps qu'on avait déjà. Ça a passé ultra vite. Il va falloir vous réinviter pour parler de démocratie encore. On en veut plus. Merci beaucoup, Wismi. Merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup. C'est la première fois que l'on reçoit un artiste dans le cadre de notre segment Place publique. Donc un segment que l'on vous rappelle qui se veut un espace de création libre offert à des artistes qui ont envie de nous toucher, de nous allumer ou comme aujourd'hui, de nous brasser sur les thèmes de nos émissions. Donc sur la place publique aujourd'hui, on va accueillir Dominique Desmeules, donc natif des Basses-Laurentides. Dominique a été médaillé d'or par équipe au Grand Slam du Québec et médaillé d'argent au Grand Slam international de Montréal, où il représentait la province. Donc il se décrit comme 5 pieds 9 pouces et demi d'indignation et 140 livres de hargne, mais il est convaincu qu'au dernier moment, l'amour sauvera l'humanité. Bonjour Dominique. Bonjour. On t'écoute. Oui. Je suis un mâle cis de 50 ans. Privilégié, prisonnier VIP, léger tel un sondage commandé par une firme qui préfère conserver l'anonymat. Fragile comme du lilas dont on a coupé la tige pour en faire le centre de table d'un banquet où nous, le commun des mortels, ne sommes pas conviés.
Solidaires comme des vers solitaires dans le ventre du dragon, les gens de ma génération, plus pâles qu'une toche de Ku Klux Klan, n'ont plus tant le temps ni le goût de donner au suivant. Pas encore tout à fait vieux, nous sommes jeunes, intermittents. Primates primés à qui on lance des bananes encore vertes, je saute de liane en liane en cherchant la recette du succès instantané. Je rêve de rouler en corvette plutôt que de rouler mes scènes noires. Pris dans le goulot de l'entonnoir, je dépense à défaut d'avoir encore le dollar loisir de penser. Quand j'entendais démocratie locale, j'imaginais de jeunes universitaires à moitié nus, réunis dans l'atrium de l'UQAM, scandant des slogans révolutionnaires, prenant d'assaut les rues. Une brochette de clichés empalés sur le pic effilé de préjugés convenus, comme le solo de saxophone dans Careless Whisper du groupe Wham. Fait que j'ai demandé à ChatGPT, et Dieu merci, il ou elle ou il a eu pitié de moi. Je sais que je pars avec une coupe de strike. Je voudrais pas me mettre en plus à mégenrer l'intelligence artificielle puis vous faire perdre du même coup une coupe de like. La démocratie locale désigne le système qui permet aux citoyens de participer directement aux décisions qui affectent leur communauté. Ah, OK, c'est la même vieille poutine électorale à laquelle on a rajouté des petites lamelles de tofu pour faire sexy. Il n'y a pas de magie ni de mystère. Le changement ne se passera pas au niveau des ministères, modèles copiés sur des modèles accolés, où les petits détails nous rendent high à force de les sniffer. On parle pas ici de remodeler la Charte des droits de l'homme, mais bien de savoir si on met des fleurs ou des caméras de surveillance dans le parc de ton quartier. Prendre le micro, jaser microclimat, lever son fat ass en assemblée, arracher l'asphalte et y planter des hommes, se salir les mains sur les discours propres, éclabousser des mères en veston-cravate. C'est pas juste voter puis peser sur snooze pour un autre 4 ans, retourner chez vous en pensant que ça change pas grand-chose. C'est prendre le plan de la ville puis le déchirer en 4 et le sacrer dans le feu pour alimenter ta cause, cuisiner un budget et nourrir la faim des temps. La démocratie locale, c'est la fissure dans le mur dans lequel on se pétait jadis la face et qui laissait rien passer, jusqu'au jour où de nos blessures collectives, le bon sens se mit à couler. Merci. Merci à vous. Merci Dominique pour ces mots vifs, ces mots percutants. Où est-ce qu'on peut te suivre? Vous pouvez me voir ici en ce moment même si vous regardez le podcast. Sinon, 7, 8, 9 novembre, Grand Slam, il y a tellement de Grand Slam, Grand Slam de Montréal. Puis bon. Si jamais vous prenez une marche jusqu'à Rivière-du-Loup fin novembre, c'est le Grand Slam international du Québec. C'est voir des artistes justement de l'international, venez se faire aller la parole. Parfait, merci beaucoup. Merci Merci à Dominique. vous, merci de l'invitation. Alors, c'est ce qui conclut déjà notre émission pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. On aurait vraiment pu, honnêtement, en parler longtemps de ce sujet-là. On se retrouve dans 2 semaines, donc, avec une émission sur le thème de l'itinérance et de la cohabitation sociale. Ça s'annonce pas mal intéressant, ça aussi. Donc, d'ici là, abonnez-vous au balado, parlez-en à vos voisins, vos voisines, suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout, gardez l'oreille ouverte, car les solutions, elles viennent du terrain. À très vite. À bientôt.